Le Japon tourne une page historique avec l'élection de Sana Takaichi, première femme Premier ministre. Washington et Canberra scellent une alliance stratégique sur les métaux critiques face à la Chine. Donald Trump réorganise le commerce mondial dans un climat de protectionnisme assumé. Pékin, lui, voit sa croissance ralentir à 4,8%, mais poursuit sa marche industrielle. Et en France, l'incarcération de Nicolas Sarkozy provoque un séisme politique et moral inédit sous la Ve République, autant de signaux forts d'un monde en pleine recomposition où les équilibres économiques, politiques et géopolitiques se redessinent à grande vitesse. Sana Takaichi, présidente du Parti libéral-démocrate, a été élue ce matin première ministre du Japon, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste. Cette victoire historique repose sur une coalition fragile avec le Parti de l'innovation japonaise, ce qui garantit une majorité étroite à la Chambre basse et conditionne directement sa capacité à mettre en œuvre ses réformes. Sur le plan économique, Takaichi doit à la fois concilier ses ambitions de relance par la dépense publique et la politique industrielle, avec les priorités du GIP davantage axées sur la déréglementation et la discipline budgétaire. Cette divergence pourrait donc limiter l'ampleur des mesures de soutien, retardant ainsi les solutions aux pénuries chroniques de main-d'œuvre, au vieillissement rapide de la population et aux contraintes d'approvisionnement, tout en maintenant une pression sur la croissance potentielle. Par conséquent, les marchés financiers observent avec attention cette coalition. Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a légèrement augmenté, reflétant le risque de nouvelles émissions pour financer des plans de dépenses, ce qui accentue le coût du service de la dette publique déjà à des niveaux records. Monétairement, la nomination probable de Satsuki Katayama au ministère des Finances, première femme à ce poste, est particulièrement stratégique. En effet, ancienne haute fonctionnaire, Katayama pourrait freiner une baisse excessive du yen, actuellement autour de 151 $, tout en soutenant des mesures ciblées de relance. Ainsi, cette combinaison de discipline budgétaire et de flexibilité stratégique pourrait rassurer les investisseurs et limiter les distorsions sur les taux de change, essentiels pour l'économie japonaise fortement dépendante des exportations. Géopolitiquement, le Japon reste au carrefour des tensions américano-chinoises. Par conséquent, les choix de Takaichi auront un impact direct sur la politique commerciale et la coopération en matière de sécurité régionale, notamment au sein de l'alliance AUKUS avec les États-Unis, alors que le pays cherche à renforcer sa résilience industrielle et énergétique. En résumé, Takaichi accède au pouvoir avec une marge de manœuvre politique très limitée, mais en même temps, elle dispose de leviers économiques et monétaires importants. Ainsi, sa capacité à naviguer entre relance, discipline budgétaire et stabilité du yen, tout en maintenant la confiance des marchés et des alliés internationaux, déterminera l'impact réel de son gouvernement sur l'économie et sur la position stratégique du Japon dans un contexte mondial incertain. Un nouvel axe économique et stratégique se dessine entre Washington et Canberra. Les deux alliés ont signé un accord de 8,5 milliards $ pour développer conjointement la production et le raffinage de métaux critiques et de terres rares essentielles aux technologies de défense, aux batteries et aux semi-conducteurs. L'initiative vise à sécuriser les chaînes d'approvisionnement occidentales face à la domination chinoise. Signé à la Maison-Blanche par Donald Trump et Anthony Albanese, le partenariat prévoit 3 milliards $ d'investissement dans les 6 prochains mois, soutenu par la banque d'import-export américaine qui émettra 2,2 milliards $ de lettres d'intérêt, et par un investissement direct du Pentagone dans une raffinerie de gallium en Australie occidentale. L'accord illustre une nouvelle étape du reshoring stratégique américain qui consiste à rapatrier ou à relocaliser dans les pays alliés les segments critiques des chaînes de valeurs industrielles. L'Australie, riche en lithium, magnésium et terres rares, apparaît désormais comme un pilier de la sécurité minérale du bloc occidental. Derrière ce partenariat, c'est un véritable bras de fer géoéconomique qui s'intensifie. La Chine, je vous le rappelle, contrôle encore près de 80% du raffinage mondial des terres rares et a récemment renforcé ses restrictions à l'exportation. En soutenant ses alliés miniers, Washington cherche ainsi à bâtir une autonomie stratégique, énergétique et technologique tout en limitant l'influence de Pékin sur les chaînes d'approvisionnement critiques. Pour Canberra, cet accord marque une diversification majeure de ses débouchés industriel et un renforcement de son rôle dans l'architecture économique indo-pacifique. Pour les États-Unis, il s'agit d'un levier clé de leur politique industrielle souveraine à la croisée des enjeux économiques, militaires et climatiques.
Les grandes entreprises internationales ont déjà supporté plus de 35 milliards de dollars de coûts liés aux droits de douane imposés par Washington. Pourtant, derrière ce chiffre impressionnant se dessine un mouvement d'accalmie. Plusieurs groupes, en effet, revoient leurs prévisions à la baisse, profitant de nouveaux accords commerciaux conclus par Donald Trump avec l'Union européenne et le Japon. Ainsi, si Toyota concentre à elle seule près de 9,5 milliards de dollars d'impact estimé, d'autres acteurs clés tels que Rémi Cointreau, Pernod Ricard ou bien Sony constatent, eux, une réduction de leur exposition. De son côté, Stellantis, qui anticipait encore une perte de 1,5 milliard d'euros en juillet, évoque désormais une meilleure visibilité et prépare un investissement de 13 milliards de dollars dans des sites américains. Ces révisions traduisent une stabilisation relative du cadre tarifaire après plusieurs années d'incertitude ayant freiné les investissements. Toutefois, la prudence reste de mise. Donald Trump a récemment menacé d'imposer des droits de douane de 100% à la Chine, rappelant la fragilité des équilibres commerciaux mondiaux. Les secteurs manufacturiers et de la consommation demeurent, eux, les plus touchés. Nike, H&M ou bien encore Seb évoquent, eux, une pression accrue sur leurs marges et une demande plus hésitante. À l'inverse, l'automobile et la pharmacie entrevoient un certain répit grâce à des relocalisations ciblées et des accords de production interne. Pour les analystes, ces ajustements marquent le début d'une recomposition des flux commerciaux et d'une adaptation structurelle des multinationales à un environnement durablement protectionniste. La croissance économique chinoise a ralenti à 4,8% au troisième trimestre, son rythme le plus faible depuis un an. Ce chiffre, conforme aux attentes, permet à Pékin de rester cependant proche de son objectif annuel de 5%, mais il souligne la dépendance croissante du pays à ses exportations dans un contexte de tensions commerciales persistantes avec Washington. Alors que la production industrielle a progressé de 6,5% en septembre, les ventes au détail, elles, ont chuté de 3%. Leur plus bas niveau. En 10 mois, le marché immobilier, pilier traditionnel de la richesse des ménages, lui continue de s'enliser puisque les prix des logements neufs ont enregistré leur plus forte baisse depuis près d'un an et les investissements immobiliers se sont contractés de 13,9% sur les 9 premiers mois de l'exercice 2025. Les industriels chinois confrontés à une demande intérieure atone se livrent désormais à une guerre des prix à l'export au détriment de leur marge et de l'emploi. Il faut être impitoyablement compétitif, confie un fabricant d'aluminium illustrant la pression extrême sur les coûts. Et alors que la réunion du Parti communiste consacrée au prochain plan quinquennal s'est ouverte hier, et ce pour 3 jours, les économistes appellent à une réorientation du modèle vers la consommation. Pourtant, Pékin semble privilégier le renforcement de son appareil industriel et sa souveraineté technologique. Ce choix stratégique pourrait maintenir les déséquilibres actuels puisqu'une Chine solide à l'export mais vulnérable sur le plan domestique et toujours au cœur de la rivalité économique mondiale avec les États-Unis semble être une Chine affaiblie. Enfin en France, pour la première fois sous la Ve République, un ancien président de la République est écroué. Nicolas Sarkozy va rejoindre ce mardi matin la prison de la Santé à Paris pour commencer à purger sa peine de 5 ans de prison, dont 2 fermes prononcées pour association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Une incarcération d'autant plus symbolique qu'elle s'accompagne d'un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire justifiée par l'exceptionnelle gravité des faits. Politiquement, ce choc judiciaire plonge la droite dans une sidération silencieuse. Les ténors des Républicains se gardent pour le moment de tout commentaire public, conscients de la portée institutionnelle du geste. La justice, désormais, applique la loi sans traitement de faveur. C'est un justiciable comme les autres, rappelle un magistrat, et qui, pour autant, l'image d'un ancien chef de l'État incarcéré marque un tournant moral et historique, puisqu'elle interroge la frontière entre responsabilité politique et pénale et risque de réactiver la fracture entre le pouvoir judiciaire et une partie de l'opinion déjà méfiante envers les institutions. Sarkozy lui promet de dormir la tête haute, mais le symbole, lui, restera lourd de conséquences.
Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui et le calendrier macroéconomique est très dépourvu, très dégarni ce matin. C'est donc du côté de la microéconomie qu'il faudra se tourner, donc des publications trimestrielles. On va commencer par regarder ce à quoi les investisseurs, les analystes financiers seront attentifs ce matin en France, et c'est L'Oréal, Eurofins, Getlink et Edenred, Vivendi également qui seront scrutés de très près. Aux États-Unis, c'est Netflix, Coca-Cola, Philip Morris et GE Aerospace qui seront particulièrement scrutés par les financiers. Attardons-nous désormais un instant sur ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les marchés ont terminé en hausse portée par l'apaisement des tensions commerciales sino-américaines et des inquiétudes autour des banques régionales américaines. En France, les marchés ont salué le rejet des motions de censure, mais les débats budgétaires sur le projet de la loi de finances 2026 et la récente dégradation de la note souveraine par S&P Global Ratings pourraient rapidement raviver les tensions politiques et peser sur la confiance. En tout cas, en cette attente, Paris a gagné hier 0,39% à 8206 points, tandis que le DAX s'est envolé de 1,8% à Francfort et le FTSE a lui pris 0,52% à Londres. Notez que l'Eurostoxx 50 a progressé lui de 1,31%. Outre-Atlantique, la bourse de New York a terminé en forte hausse hier, soutenue par le rebond des valeurs technologiques et les anticipations de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale américaine. Les investisseurs ont salué des résultats trimestriels solides publiés la semaine précédente et se préparent, donc comme on vient de voir, à une nouvelle salve cette semaine avec Tesla, IBM, Coca-Cola et Netflix à l'injada. Notez que la progression d'Apple, dont le titre a pris près de 4% hier, portée par de fortes ventes d'iPhone, a contribué à tirer les indices vers leur plus haut historique. Par ailleurs, l'espoir d'une désescalade commerciale entre Washington et Pékin après l'annonce de rencontres entre responsables américains et chinois a renforcé le sentiment de marché. Par ailleurs, le conseiller économique de la Maison-Blanche, Kevin Hassett, a laissé entendre que le shutdown fédéral pourrait se résoudre cette semaine. Dans ce contexte plus que favorable, le Dow Jones a gagné hier 1,12% à 46 706 points. Le S&P 500 s'est adjugé, lui, 1,07% à 6 735 points. Quant au Nasdaq, eh bien lui, il a gagné, grappillé 1,37% à 22 990 points. Enfin, sur les marchés pétroliers, les cours ont poursuivi leur repli hier, pénalisés par la crainte d'un déséquilibre croissant entre l'offre et la demande mondiale. Selon l'Agence internationale de l'énergie, un excédent potentiel de 4 millions de barils par jour pourrait apparaître d'ici 2026, alimenté par la hausse de la production des pays non membres de l'OPEP. En parallèle, la courbe à terme du Brent est repassée en contango, signe d'une demande atone à court terme. En outre, la demande chinoise montre également des signes de ralentissement. Les importations de brut sont tombées à 11,5 millions de barils par jour en septembre, leur plus bas niveau depuis janvier dernier. Et malgré un ton oscillant de Donald Trump sur un accord commercial solide avec Pékin, les tensions persistantes sur les chaînes d'approvisionnement continuent de peser sur les perspectives pétrolières mondiales. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison décembre a reculé de 0,47% à 61 $ tout rond. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison novembre, il a lui lâché 0,05% à 56,90 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 21 octobre 2025 et juste après, nous retrouverons Ludovic Berthola et sa rubrique Les Égos de Wall Street qui, sous le prisme de 3 actifs, nous expliquera s'il est de nature à rester optimiste à l'endroit des indices américains. À tout de suite sur TV Finance.